je traduis. C'est un travail de traducteur que je fais. Et leur maison et leur portrait. C'est ce qu'il faut, et pour s'y bien sentir. Aucune maison ne se ressemble. Mais dans tout, il y a quand même quelque chose de commun. C'est mon style. Mon style. Il y a la vie, un laisser-aller, mais quand même une recherche. Il n'y a pas de vilains objets. S'il y a un objet pas très joli, il est mis en façade comme si c'était une curiosité extraordinaire. Comment achètes-tu un objet? C'est un grand moment et c'est une émotion. Il y a d'abord la découverte. L'objet qui m'attire assez pour que je l'achète. Et je vois tout de suite l'entourage qu'il faudra à cet objet. Il crée tout de suite à lui tout seul une atmosphère. Il y a une autre raison pour laquelle je me suis mise à travailler. C'est que j'avais la paix du cœur. Je savais que Marcellin ne pouvait pas vivre sans moi. Je savais que vraiment il m'aimait et que je lui étais indispensable. Donc je me livrais entièrement à ce que j'avais commencé à faire. Il n'était pas jaloux de ta boutique? Si. Si. C'est la seule fois où je l'ai trompé. Et Soutine n'était pas jaloux de ta boutique? Si. Très. Très. Il m'a dit c'est très mal. C'est très mal. Vous auriez dû vendre uniquement mes tableaux. Je vous les aurais tous donnés. Et c'est pas bien. Et toi, tu étais lancé? Et moi, il n'y avait rien à faire. Je ne pouvais pas abandonner. J'aimais, ça avait réussi, et je voulais poursuivre. Qui était Marcellin? Marcellin était un homme très séduisant et très singulier. Très, très singulier. Singulier par rapport à sa famille, singulier par rapport à tous les gens de son village, singulier dans toute l'acception du mot. De quoi vivait-il? Il était riche. Où vivait-il? À Toulouse. Où l'as-tu rencontré? À Toulouse. Comment? La première fois que j'ai vu Marcellin, c'est dans la rue, à Toulouse, rue Lafayette. Il se regardait dans les glaces du Grand Bazar, permettait de se voir de profil, de dos, etc. Il était là. Puis il m'a regardé, et moi j'ai regardé, je l'ai trouvé beau. Et il s'est retourné, et je l'ai retrouvé à la gare. Comment était-il physiquement? Oh, physiquement, c'était tout à fait mon type d'homme. Il était grand. Il était blond, brun blond, les yeux bleus, très 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 bleus. Bleu. Très bleu. Je trouvais beau. Comment l'as-tu retrouvé? Je suis à Carbone, c'est aux environs de Toulouse, à 30 km de Toulouse. Et stupeur, je reconnais l'homme de la rue Lafayette et du quai de la gare. J'ai eu une émotion extraordinaire. Mais je me suis approchée. Il m'a regardé et il m'a dit asseyez-vous. Je me suis assise. Et il a enchaîné sur Colette. J'ai dit elle a 15 ans, pour lui parler de Colette. Et il m'a dit, quand il a eu fini, je n'ai jamais rencontré une jeune fille aussi
Attends, je cherche, il faut que je retrouve le mot exact. Sachant aussi bien écouter. Et le lendemain, il est revenu à la même place. Et le surlendemain, il est revenu à la même place. Et comme ça pendant toute une semaine. Puis ensuite, il m'a dit, vous connaissez les Pyrénées? Oui. Et il me dit, ce serait très joli de retourner dans la montagne ensemble. Qu'en pensez-vous? Je veux bien. Il commanda une voiture avec des chevaux blancs. Nous sommes entrés dans la voiture et nous sommes partis dans la montagne. On a cherché un hôtel, enfin on a trouvé. Et il est venu dans ma chambre et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et j'ai pas voulu qu'il couche là. J'ai pas voulu qu'il couche là. Et bien c'est bien, nous repartirons demain matin. À la première heure. Et nous sommes repartis. Et puis on s'est arrêté à Tarbes. Tu avais quel âge? 15 ans. Et lui? Il ne les avait plus. Il en avait 34. C'est une énorme différence. Non. Je fais une grande différence. Je dois avouer que je détestais la jeunesse. Un homme pour moi n'existait qu'à partir de 35 ans. Et alors ça a été le paradis. On dit que tu t'es marié pieds nus. Oui, c'est vrai. Dans des sandales. Et une robe grecque. Vous arrivez quand à Montparnasse? Eh bien, nous arrivons à Montparnasse, après 1919. C'était fort intéressant d'assister à tout le mouvement. Il y avait le monde entier à Paris. On parlait toutes les langues. Et tous les peintres, le soir, étaient à Montparnasse. Marcelin, à ce moment-là, faisait de la critique littéraire et artistique. Et nous allions au théâtre presque tous les soirs. Et ensuite, nous allions à Montparnasse. Et on se couchait très tard. Marcelin avait table ouverte à la Rotonde, qui était un petit bistrot. Là, ce qui me passionnait, c'est que j'apercevais la silhouette de Trotsky, j'apercevais la silhouette de Lénine, et puis le gros de Rhin qui paradait. Picasso, non, jamais. Il ne descendait pas souvent à Montparnasse. Picasso, il restait à Montmartre. Et là, Soutine, qui était absolument un personnage de Dostoïevski, longeait le mur, lançait un coup d'œil torve vers notre table et ne s'asseyait jamais. Et alors, un des peintres qui était là nous dit, oh, vous devriez acheter une toile à Soutine, vous savez qu'il n'a pas mangé depuis 2 jours. De quoi vivait Soutine? Borowski était le marchand de Modigliani. Et Modigliani avait exigé qu'il prenne Soutine. Alors Soutine vivait de la mensualité que lui donnait Borowski. Et puis de temps en temps, 5 francs de celui-là, 15 francs de l'autre. Voilà. Il suivait Modigliani partout. Il était plus jeune que Modigliani. Et Modigliani disait, le bougre, le voilà. C'est celui-là, le bougre. Paris est un village. Tous les marchands de tableaux ont su que les Castins voulaient acheter des Soutines. Paris vous accapare. Et
Et alors, on était obligés d'aller dîner chez Favori, chez celui-ci, mais même Picasso. Nous allions chez Picasso et la Boétie. Et Olga était très gentille, mais enfin, Olga était moins intéressante que Picasso. Et Picasso était d'une simplicité adorable. Ça, c'était bien. Mais les dîners, ça, c'était pas possible. Ni pour Marcellin, ni pour moi. Et c'est là où nous avons pris la détermination de couper, de casser.